Merci à l'ensemble des organisateurs de ce colloque de m'avoir fait l'honneur de me confier cette conférence inaugurale. Avec l'honneur vient la difficulté, celle d'introduire par un propos très général les travaux, vos travaux de chercheuses et de chercheurs, tous familiers de la situation brésilienne. Bien que j'imagine que vos niveaux de familiarité soient inégaux, j'espère donc ne pas perdre les uns et ne pas lasser les autres et de trouver le juste équilibre. Alors plutôt qu'un simple panorama historique qui vous aurait peut-être peu appris, j'ai choisi aujourd'hui de vous faire partager quelques réflexions autour de l'insertion de l'événement historique qu'ont constitué l'ascension et la victoire de Jair Bolsonaro dans le fil du temps et la manière dont nous, historiennes et historiens, pouvons y avoir accès. Alors, depuis la sortie de route de la démocratie brésilienne lors du coup d'État à l'encontre de Dilma Rousseff en avril 2016, les historiens spécialistes du Brésil ont été mis à contribution dans l'espace public, comme rarement dans l'histoire du pays. Des personnalités comme Marcos Napolitano, Rodrigo Paes Samod, Perry Anderson et de nombreux autres, dans le cadre d'ouvrages collectifs comme Historiadores de la Democracia, ont tenté d'inscrire dans l'histoire longue de la démocratie brésilienne les événements vécus comme bouleversants, voire incompréhensibles par leurs contemporains. Le même phénomène s'est reproduit à l'étranger, en France, en Allemagne, dans les pays d'Europe du Nord, aux États-Unis. Les historiens spécialistes du Brésil ont été intensément sollicités par les médias et se sont eux-mêmes organisés pour réinsérer l'actualité brésilienne dans le fil du temps. Le paradoxe de cette demande sociale est que justement, les événements qui ont eu lieu au Brésil ces 3 dernières années ont été collectivement vécus comme des ruptures de la continuité temporelle, non parfaitement réductibles aux causalités historiques dont les contemporains avaient conscience. Ce sentiment n'a fait que s'accroître au cours de l'année 2018, inauguré par l'emprisonnement très contestable d'un point de vue juridique, comme nous le savons tous désormais, de l'ancien président Lula, favori dans la campagne présidentielle, une année marquée par l'ascension par palier de Jair Bolsonaro et conclue par l'explosion de sa popularité dans l'opinion à partir du mois de septembre et finalement son élection un mois plus tard. 2018 a laissé un très grand nombre de contemporains brésiliens profondément désorientés. Ce sentiment correspond à ce que l'anthropologue Alban Bensa et le sociologue Éric Fassin appellent une rupture d'intelligibilité. C'est-à-dire, je les cite dans un article intitulé « Les sciences sociales face à l'événement », un moment où l'évidence habituelle de la compréhension est soudain suspendue. Le sens devient incertain. Loin d'interpréter comme nous le faisons quotidiennement, sans y songer ou presque, tout à coup, nous ne sommes plus assurés de nos grilles de lecture. Selon Bensa et Fassin, ce sentiment collectif caractérise l'appréhension d'un fait d'actualité ou comme un événement historique. Un événement ou une série d'événements qui rompent avec le sentiment de continuité du temps de 2 manières. D'abord parce que cet événement apparaît comme absurde, aberrant, en regard de ce qui est compris du passé et de ses traces dans le présent. Ensuite, parce qu'il ouvre d'une telle manière le champ des possibles qu'il annihile la capacité des acteurs à se projeter dans l'avenir. En d'autres termes, un événement historique, pour ce qui nous concerne l'ascension et la victoire de Jair Bolsonaro, a été vécu comme un événement historique parce que dans la subjectivité des acteurs, il rompait à la fois avec le passé tel qu'il était compris et le futur tel qu'il était envisagé. Il brisait l'expérience que les observateurs avaient du fil du temps. Or, ce qui est demandé aux chercheurs en sciences sociales et aux historiens en particulier est justement de réintroduire ce fil du temps, de réintroduire du déterminisme, de la causalité, pour comprendre des faits qui bouleversent justement parce qu'ils sont collectivement vécus comme y échappent. Cette situation n'est pas nécessairement vue par les historiens comme un paradoxe, ni même comme un inconfort. Au contraire, nous nous sentons, en général, parfaitement dans notre rôle, celui de mettre en lumière des phénomènes historiques non ou mal connus du grand public, voire occultés ou même niés dans la mémoire dominante, et qui permettent à nos yeux de donner sens au présent. Ainsi, notre travail collectif ces derniers mois, tous, nous, historiennes et historiens, a-t-il été de replacer la violence et la radicalité de l'extrême droite, aujourd'hui au pouvoir, et la capacité de larges secteurs de la population à y adhérer, dans le vaste éventail du conservatisme et de l'autoritarisme indissociable de l'histoire du pays. L'histoire longue, donc, d'un système politique républicain dominé par des élites restreintes,
dans une société fantastiquement inégalitaire, des élites systématiquement rétives au fil du temps à l'affirmation des revendications des catégories populaires, en particulier celle de disputer et de conquérir des espaces de pouvoir. Mettre en lumière la constance de l'oppression raciale, traduite en particulier par le lien, jamais amoindri, entre une couleur de peau plus foncée et un taux de mortalité, notamment par mort violente, plus élevé, une plus forte probabilité d'être incarcéré, un plus faible accès à des services basiques de santé et d'éducation, un plus bas niveau de revenus, du patrimoine. Mettre en lumière la rareté et la précarité des épisodes démocratiques dans l'histoire du Brésil, associée à la constance de l'interventionnisme militaire, la Nouvelle République, depuis 30 ans, étant en fait une exception dans l'histoire du pays, de ce point de vue-là. Mettre en lumière, enfin, la persistance de l'oppression patriarcale, la difficulté pour les femmes à accéder aux espaces de pouvoir, la constance des violences physiques, sexuelles et symboliques à leur rencontre. Tous ces phénomènes sont des réalités historiques incontestables dans l'histoire du Brésil. Leur oubli, ou même leur occultation dans l'espace public, sont en tant que telles des stratégies de domination, de longue date d'ailleurs intégrées à différents chapitres de la mythologie nationale. Ainsi, l'invention dans les années 30 d'une identité nationale brésilienne autour d'un pays métis, de la disparition des races en son sein, de la démocratie raciale, a-t-elle continué de dissimuler au fil des 20e et 21e siècles la persistance de discrimination et d'oppression largement héritée de l'esclavage, qui se traduit ces 20 dernières années, en une extermination de la jeunesse noire des quartiers périphériques, à laquelle les pouvoirs publics semblent largement incapables de répondre, autrement que par une escalade de la violence et par, je cite, l'extension de l'état pénal, pour reprendre la conclusion proposée par Marielle Franco au sujet des unités de police pacificatrices dans sa dissertation de master rédigée en 2014. Ainsi encore, dans ces mythologies nationales qui contribuent à occulter la réalité d'un pays violent, conservateur et autoritaire, une appréhension collective de soi comme un pays qui serait au contraire caractérisé par la fluidité des relations interpersonnelles, la cordialité, l'affectivité, alors que la violence sociale et la répression des mobilisations et du quotidien populaire sont des constantes dans l'histoire du Brésil. Ainsi toujours, l'appropriation de l'image, en partie forgée à l'étranger d'ailleurs, d'une féminité libre et exubérante, contrastant avec la persistance de l'oppression patriarcale, quelles que soient les catégories sociales. Ainsi enfin, je dis enfin, mais je pourrais poursuivre ce survol des déconstructions nécessaires des mythologies nationales pendant encore plusieurs minutes, l'imaginaire d'une république ancienne et solide dont on célèbre la date de naissance et les pères fondateurs, alors que l'élargissement de la participation politique à la majorité des catégories populaires par le suffrage universel effectif ouvert aux analphabètes ne date que d'à peine 30 ans. Ce travail critique de dévoilement des logiques sociales et d'oppression et de domination occultées par diverses mythologies politiques nous est familier. Il nous est familier scientifiquement, dans notre profession d'historien, et politiquement, et se présente comme une réponse évidente à l'incompréhension face au glissement que connaît actuellement le pays. La surprise, notre surprise, vient de ce que nous n'avons pas voulu ou pas pu voir. À l'extrême, ce seraient les épisodes de progressisme qui seraient des aberrations dans l'histoire du pays. Tout en reconnaissant la validité et la nécessité évidente, cette position m'a récemment posé question. Parce qu'elle postule l'aveuglement des acteurs de l'histoire et la supériorité des intellectuels, dans ce cas des historiens, qui seraient les seuls esprits lucides et clairvoyants sur le fil du temps, les seuls, les témoins qui n'auraient pas été surpris. Or, c'est faux. Nous avons été tous profondément surpris et désorientés par les événements de 2018. Je me suis dès lors interrogée sur la nécessité de prendre au sérieux le sentiment d'inédit et de rupture de la continuité temporelle. Le sentiment, expérimenté par tous ici, de vivre un événement historique. Ce sentiment, il est collectivement présent dans l'histoire, lorsque les faits d'actualité semblent non seulement s'accélérer, mais également s'inventer dans un cours inédit. Lors, par exemple, d'épisodes révolutionnaires, de guerres, d'endoctrinement massif de population ou de changement de régime, ce sentiment apparaît. Ces moments caractérisent ce que l'historien Clément Thibault appelle l'histoire à pente forte. L'image est parlante. Elle exige des chercheurs d'entrer dans le détail des comportements humains
à une échelle micro-historique et de temps court. Qu'est-ce que ça signifie pour le Brésil de 2018? Cela signifie prendre au sérieux l'hypothèse, pas simplement de la révélation, à cette occasion, du conservatisme, de la violence sociale, de l'autoritarisme, caché et niché dans la société brésilienne et l'État brésilien, mais également l'hypothèse de revirement intime, de conversion morale et politique, de renoncement à une appréhension sécularisée et progressiste du monde par une très grande partie des acteurs politiques. La question en fait que je voudrais vous poser aujourd'hui est la suivante. Qu'est-ce qui, dans le phénomène actuel, dans toutes ses dimensions, résulte de tendances de fond que nous n'avons pas su ou avons refusé de voir, ou bien d'un retournement relativement rapide de conjoncture? Les choses ont-elles changé très vite, ou bien n'avons-nous pas su les voir auparavant? Alors ces questions peuvent sembler rhétoriques. Elles sont néanmoins, me semble-t-il, un bon outil heuristique pour tenter toujours de regarder les choses sous plusieurs angles, et c'est ce que je vais tenter de faire avec vous. Alors le fait d'être française et de résider en Europe a probablement contribué à la formulation, qui n'est nullement spécifique, de ce questionnement. En effet, si au Brésil, les historiens et un grand nombre de sociologues ont eu tendance à lire le phénomène Bolsonaro à la lumière d'une histoire longue et nationale, à l'étranger, Bolsonaro est systématiquement présenté comme un populiste de droite, produit de la crise des démocraties occidentales depuis une dizaine d'années, proche parent non seulement de Donald Trump, mais aussi et peut-être surtout de Matteo Salvini en Italie et de Viktor Orban en Hongrie. La réaction des journalistes français en octobre 2018 a d'ailleurs plutôt été comment? Même au Brésil? Alors que les pays d'Europe centrale et l'Italie avaient, peut-être du fait de l'histoire de l'Europe dans les années 30 et 40, suscité comparativement, me semble-t-il, moins d'étonnement. Ce même au Brésil est certes le produit d'une grande méconnaissance de l'histoire du Brésil en Europe. En général, les journalistes en octobre 2018 découvraient l'existence de la dictature militaire brésilienne en même temps qu'ils faisaient une interview avec des spécialistes. Méconnaissance de l'histoire du Brésil et méconnaissance de sa réalité sociale. Il traduit cependant, ce même au Brésil, la perception de Bolsonaro comme la version locale d'un phénomène occidental, voire global. L'existence de sociétés occidentales qui ne croient plus en leur classe politique, voire à la politique, telle qu'elle s'exprime dans les instances de la démocratie représentative, comme outil de changement du monde, d'opinions méfiantes à l'égard du discours médiatique, des vérités scientifiques, d'un certain nombre de valeurs morales, des sociétés et des opinions ainsi promptes à adhérer à des discours de rupture, fussent-ils complotistes et ultra-conservateurs. Une anecdote n'est peut-être pas sans importance. Dans l'historiographie et les interprétations d'autres ruptures historiques fortes, on retrouve cette hésitation entre insertion dans une histoire longue et nationale et insertion transnationale de plus courte durée. Pensons par exemple au débat sur les origines et l'ascension du nazisme. La thèse du Sonderweg, du chemin particulier, c'est-à-dire de l'absolue spécificité nationale allemande en rapport à son ancrage territorial et au lien entre la nation et le sang, est en dispute avec d'autres théories sur l'affirmation plus récente et à l'échelle européenne d'un nationalisme fermé et antisémite qui se serait cristallisé après la Première Guerre mondiale et la crise de 1929. On retrouve ici la même dichotomie entre l'étude des continuités de longue durée, valorisant les éléments de la culture politique nationale, et le temps court du traumatisme et du bouleversement, ancré dans une logique plus transnationale. Je souhaite tenter ainsi d'aborder ici différents aspects de la conjoncture brésilienne, très au-delà, vous allez le voir, de la question des politiques économiques et du néolibéralisme, qui ne sont pas ma spécialité, mais que je vais aborder néanmoins évidemment. À partir de simples pistes, mais qui peuvent ouvrir le débat, en tentant toujours de réfléchir à l'articulation entre le long terme et le court terme, et le national et le transnational. Alors mon premier point part du principe que l'ascension de Bolsonaro est le produit d'une profonde déstabilisation depuis au moins 6 ans du système politique brésilien, dont une traduction évidente aux dernières élections et l'effondrement des partis de droite traditionnels, en particulier le Parti de la social-démocratie brésilienne, le PSDB, alors que le principal parti de gauche, le Parti des travailleurs, a vu sa capacité d'accéder au pouvoir empêchée, certes d'abord par l'emprisonnement de son principal
principal leader, Lula, mais aussi par un profond discrédit dans l'opinion. L'un des principaux atouts électoraux de Jair Bolsonaro est alors d'être parvenu à se présenter comme une figure anti-politique, extérieure à la classe dont il faisait pourtant partie depuis 25 ans, extérieure aussi à ses pratiques discursives, ses outrances langagières qui rappellent celles de Donald Trump en version extrême distinguant du reste de la classe politique. Et tout ceci, cette image anti-politique, donnant du crédit, contre toute évidence, contre toute réalité, au leitmotiv selon lequel il serait la seule figure nationale non corrompue. Le profit que des ultra-droites parviennent actuellement à retirer du discrédit de la classe politique, à l'accusation de tous les mêmes, tous pourris, n'est pas spécifiquement brésilien, comme vous le savez. Encore moins la stratégie de dénonciation du politiquement correct. C'est même, cette expression politiquement correcte, l'un des piliers de la nouvelle droite nord-américaine depuis 40 ans, qui dénonce, à partir de cette expression, une hégémonie culturelle de la gauche. Je reviendrai sur cette question un peu plus loin. Le fait que l'un des acteurs principaux du discrédit de la classe politique soit au Brésil un pouvoir judiciaire conservateur n'est pas non plus une originalité brésilienne. La judiciarisation du politique et ses effets de déstabilisation, dont l'Italie des années 90 et l'opération Manipulite, qui a finalement débouché sur l'ascension de Berlusconi au pouvoir, a été l'épisode inaugural, sont désormais bien connus et on sait qu'elles ne distinguent pas particulièrement le Brésil. Alors, il n'y a pas, à mes yeux, nécessairement de cohérence, ou en tout cas de parfaite anticipation par l'intégralité des acteurs de toutes les conséquences d'une telle déstabilisation des systèmes politiques. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément prévu depuis 2016, et encore moins souhaité par les partisans du coup d'État contre Dilma Rousseff, que la crise politique débouche sur la victoire d'un personnage tel que Bolsonaro. Il y a, comme ailleurs en Occident d'ailleurs, une improvisation et recomposition des acteurs conservateurs, étatiques et extra-étatiques, qui tirent profit de la crise profonde du système politique et qui peuvent décider de s'allier au dernier moment ou tardivement, comme le montre l'entrée du juge Sergio Moro dans le gouvernement de Bolsonaro en janvier dernier. Ainsi, si de larges traits de la déliquescence démocratique brésilienne apparaissent comme le fruit de leur époque, il existe cependant une traduction spécifiquement brésilienne de ce phénomène. D'abord, l'antiparlementarisme et l'antipolitisme sont au Brésil les piliers d'une culture politique conservatrice, mais également populaire. La République brésilienne est ainsi, en effet, aussi ancienne que sa contestation principale, le fait de n'être qu'au service des intérêts particuliers, régionaux, partisans, et que les oligarchies ou les partis, selon l'époque, qui la contrôlent, soient exclusivement au service de leur maintien au pouvoir et de l'enrichissement de leurs membres. Dès le début du XXe siècle, certains secteurs des catégories intermédiaires et des intellectuels ont ainsi critiqué la corruption intrinsèque de la République. En 1922, des militaires, des jeunes officiers, lieutenants, se sont soulevés principalement à cet argument et ont fortement influencé l'histoire du pays. Par la suite, la dénonciation de la corruption au cœur de la politique et de l'État n'a plus jamais quitté la culture institutionnelle militaire. Et à partir des années 50, ces secteurs ont été rejoints par une partie de la droite civile conservatrice qui a bâti une association entre politique sociale, établissement d'un lien avec les catégories populaires, populisme, entre guillemets, le terme apparaît à cette époque-là, et les usages de l'argent public. Pour les familiers de l'histoire brésilienne, c'est ainsi dans les années 50 que le moralisme conservateur, porté par Carlos Lacerda au sein du parti de l'Union démocratique nationale, l'UDN, associe la gauche, l'héritage social de Getúlio Vargas et la corruption. Il est assez marquant de relire aujourd'hui les discours de Carlos Lacerda du début des années 50 et en changeant quelques noms propres, on arrive exactement, très précisément, au discours à l'encontre de la gauche au pouvoir ces dernières années. Cette dénonciation a été historiquement liée, la dénonciation d'une corruption intrinsèque à la République, consubstantielle à la République, et plus particulièrement aux secteurs qui ont voulu mettre en avant des politiques sociales, a été toujours associée à l'affirmation de figures dites propres, tout particulièrement, évidemment, les militaires.
Cela explique qu'entre 2014, début de l'opération Lava Jato, et 2018, on ait parlé de lieutenantisme judiciaire, tenentisme judiciaire, pour parler de l'impact de l'opération Lava Jato sur la scène politique brésilienne. Et cela rend moins étonnant encore l'irruption des militaires comme actuellement des figures supposément propres dans le jeu politique en crise. Pas seulement Bolsonaro lui-même, dont vous savez que c'est un capitaine de la réserve expulsé de l'armée il y a 30 ans, mais aussi aujourd'hui plus d'un tiers de l'exécutif qui est de la réserve de l'active, sans parler de la militarisation des instances législatives qui est massive au Brésil depuis plusieurs années à tous les niveaux de l'État. La facilité de ce retour des militaires en politique est selon moi non seulement le résultat de ce contexte de dénonciation d'une corruption hégémonique dans la classe politique et de l'isolement des militaires qui échapperaient, mais aussi une conséquence évidente de l'absence d'aggiornamento du passé dictatorial et d'une transition démocratique incomplète. C'est désormais très habituel de le souligner, mais je pense que cela demeure important. Les dispositifs de justice transitionnelle qui ont été mis en place au Brésil ont été timides et tardifs. Non seulement, comme on sait, l'amnistie des agents de l'État soupçonnés de crimes et d'assassinats politiques n'ont jamais été inquiétés du fait du maintien de l'amnistie de 1979, mais les commissions mises en place dans les années 90 et 2000, la commission des morts disparus et la commission d'amnistie, n'ont également pas développé d'importantes activités pédagogiques, de refonte des programmes d'enseignement, que ce soit en milieu civil ou militaire. Ces commissions étaient des dispositifs de réparation dirigés vers les victimes, afin de permettre la réconciliation, mais pas le nunca mais, pas jamais plus. Il s'agissait simplement, selon l'expression de la politologue Sandrine Lefranc, de politique du pardon. L'absence de véritable pédagogie publique et même de récit officiel avant les travaux de la Commission nationale de la vérité entre 2012 et 2014 a permis non seulement le maintien actif de poches d'exaltation de la mémoire du passé dictatorial, en particulier au sein des forces armées, mais aussi la persistance d'une mémoire sociale diffuse, nostalgique du régime autoritaire, du pouvoir militaire, dans une situation de carence de connaissances claire chez une grande partie de la population, carence de connaissances sur les politiques économiques, sociales et répressives mises en œuvre entre 1964 et 1985. Cette transition incomplète et le refus à tous les moments de la Nouvelle République de s'opposer frontalement aux forces armées sur les questions, par exemple, des programmes d'enseignement au sein des forces armées, du discours sur le coup d'État 64 qui a été très tardivement commémoré par l'institution, sur les archives concernant la répression politique qui n'ont jamais été ouvertes, etc. Tout cela a eu de lourdes conséquences lors de la réunion tardive de la Commission nationale de la vérité à partir de 2012. En effet, les travaux de cette dernière se sont déroulés dans le pire contexte qui soit pour une institution visant à établir un discours public et consensuel sur une période troublée de l'histoire récente. La résistance affichée des autorités militaires à collaborer, elles ont refusé de rédiger un rapport sur l'utilisation de leurs installations, refus de collaborer avec la commission, s'est trouvée soutenue non seulement par une extrême droite en phase offensive, j'y reviendrai, mais également favorisée par l'effondrement de la popularité du camp au pouvoir après les manifestations de 2013 et la violente bipolarisation de la vie politique pendant la campagne électorale de 2014. La commission et le discours sur le passé qu'elle portait se sont retrouvés cantonnés à un camp, le PT et la gauche. La reconnaissance des victimes comme telles, la légitimité des réparations à leur verser, le fait de garder en mémoire l'expérience de leur souffrance, la condamnation de la violence d'État et des agissements des militaires et policiers qui l'ont mis en œuvre, la condamnation de la torture, la nécessité de continuer à enquêter et à obtenir des archives sur les diverses modalités d'oppression des militaires, par exemple à la campagne, à l'encontre des populations indigènes, qui est encore très mal connue, etc., etc. Tout cela a été resignifié pour une partie de l'opinion comme un discours de gauche, une version de l'histoire, l'une des deux vérités portées par le PT. Ce phénomène s'est passé sur un temps relativement court, certes sur un terreau de longue date, le terreau d'une transition démocratique insuffisante, mais également sur le modèle d'une histoire à pente forte, c'est-à-dire de manière accélérée dans le cadre d'une violente crise économique, politique et morale. L'héroïsation du colonel Carlos Alberto Brilhante Ustra
l'un des principaux responsables de la répression politique dans l'État de São Paulo. Son exaltation au-delà des cercles militaires est ainsi très récente. Je suis bien placée pour le savoir, car le personnel militaire de la répression est l'un de mes objets de recherche depuis plusieurs années, et en 2012, Ustra était un parfait inconnu pour l'écrasante majorité de l'opinion, des journalistes et même de mes propres collègues. Donc bien malheureusement, et c'est difficile à formuler et des fois un peu difficile à accepter pour un auditoire, la commission Vérité a, à mes yeux, eu l'effet pervers d'empowerment de l'extrême droite militaire. Elle l'a convaincue de la nécessité de contribuer elle-même à chasser la gauche revanchiste du pouvoir, tout en accroissant l'audience de son discours à l'intérieur et à l'extérieur de l'institution armée. Les formes prises par la déliquescence du jeu démocratique et la fragilisation, voire la suspension dans certains secteurs de l'état de droit, sont donc, selon moi, nationales, spécifiquement nationales, tout particulièrement la facilité avec laquelle la ligne dure militaire est revenue au cœur du pouvoir. Ce contexte national est en partie le fruit d'une histoire longue, la transition incomplète, qui elle-même a des racines dans la culture politique de négociation permanente qui caractérise les élites politiques brésiliennes, mais elle est également le produit d'une accélération de l'histoire dans le contexte particulier des années 2013-2018. Le deuxième point que je souhaiterais aborder avec vous ici est la progression d'un conservatisme moral et social dans la population, qui a permis qu'un discours tel que celui mis en avant par Bolsonaro soit considéré comme acceptable par plus de la majorité de l'électorat, même si ce n'est pas plus de la majorité de la population, heureusement. Il est sur ce point difficile de s'exprimer sans enquête sociologique précise, or elles sont rares, même si d'excellents livres comme celui organisé il y a quelques mois par Esther Solar, ou Audio como Politica, posent déjà d'importants jalons sur un grand nombre de thématiques. Là encore, je pense qu'il est important de chercher à articuler les cultures politiques construites sur la longue durée et une accélération de l'histoire récente. En particulier, il est nécessaire d'approfondir notre connaissance précise de la pénétration des théories de la nouvelle droite nord-américaine, en particulier celle du marxisme culturel. Alors, cette question énorme nécessiterait une communication à elle seule, mais je vais en donner rapidement quelques grandes lignes. Donc, la théorie du marxisme culturel est une théorie selon laquelle le communisme n'aurait pas perdu la bataille de l'histoire en perdant celle des armes à la fin des années 70, ni même à la chute du mur de Berlin et de l'URSS 10 ans plus tard. Mais il aurait changé de stratégie en adoptant le projet d'hégémonie culturelle d'Antonio Gramsci, et c'est une théorie qui commence à peine à être connue dans le monde académique progressiste. En effet, il y a 3 ans encore, au début de l'année 2016, lorsque les slogans anticommunistes ont commencé à fleurir dans les rues, au cours des manifestations en faveur de l'impeachment contre Dilma Rousseff, ces slogans nous semblaient tous absurdes et anachroniques. Le Brésil não será uma nova Cuba, par exemple, le Brésil ne sera pas un nouveau Cuba, ou non à la dictature communiste, des slogans pas du tout anecdotiques, mais fortement présents dans les manifestations, étaient incompris par la plupart des observateurs, y compris les observateurs historiens, y compris les observateurs historiens spécialistes de l'extrême droite, comme c'était, et c'est toujours mon cas. Or, ce discours avait déjà un public considérable, au moins depuis la campagne électorale de 2014. Ce discours était inséré, d'ailleurs, en outre, dans une logique forte. Il n'était pas absurde, puisqu'il se fondait sur l'idée d'un monde en guerre contre le marxisme et engagé dans un projet de révolution culturelle. Une révolution culturelle communiste, donc, qui passerait par l'affirmation d'égalité homme-femme, les droits des minorités sexuelles, minorités ethniques, droits des populations carcérales, des migrants, etc. Il est souvent mentionné dans la bibliographie que les pionniers de la nouvelle droite américaine, en particulier Paul Weyrich, fondateur de l'Heritage Foundation et de la Free Congress Foundation à la fin des années 70, sont les auteurs de cette représentation du monde en guerre culturelle contre le communisme. En réalité, dès cette époque, cette théorie et ce combat ont été coproduits, notamment coproduits avec des réseaux intégristes d'extrême droite brésiliens, des réseaux catholiques d'abord, notamment le groupe Tradition, Famille, Propriété, puis des réseaux évangélistes.
comme le montrent les recherches récentes de l'historien américain Benjamin Cohen. Donc ce n'est pas une importation, une pure importation américaine, c'est une pensée politique qui a été produite de manière transnationale depuis maintenant au moins 40 ans. Mais effectivement, ces thèses sont revenues en force au Brésil dans les années 90, quelques mois après leur divulgation dans les cercles de la New Right américaine par le polémiste Pat Buchanan. La première et principale figure de l'appropriation au Brésil de cette théorie est le désormais bien connu pseudo-philosophe Olavo de Carvalho, et dont le discours, l'audience a été longtemps limitée. Mais à partir du milieu des années 2000, notamment après le scandale du Mensalan, ces contre-publics numériques, donc l'audience qu'il avait dans les réseaux sociaux, selon l'expression de la chercheuse Camilla Roche, se sont mis à augmenter par paliers, jusqu'à sortir dans la rue en 2013 et surtout en 2015-2016. Alors sans entrer dans davantage de détails, et j'espère que je n'ai pas été confuse, je considère que cette théorie du marxisme culturel, très cohérente, qui suppose une stratégie de conquête de l'Occident à partir de postes avancés, en Amérique latine, Cuba, le Venezuela, le Forum de São Paulo, et un discours concentré sur des thématiques sociétales, homosexualité, féminisme, éducation, art, a pénétré davantage et plus loin que l'on ne croit l'opinion publique brésilienne. Je pense notamment que nous sommes encore très peu familiers de la capacité des réseaux sociaux et des messageries instantanées, type évidemment WhatsApp, à constituer de redoutables outils d'endoctrinement, susceptibles de transmettre, pas seulement comme on le pensait, des images, des rejets, des dégoûts, des idées simples, mais aussi de véritables structures idéologiques narratives. Là encore, seules de véritables enquêtes ethnographiques nous le diront, mais, et je suis intéressée par votre ressenti sur ce point, mais il m'est apparu dans les témoignages recueillis depuis les dernières semaines de la campagne électorale que nombre d'électeurs de Bolsonaro, les plus convaincus, tiennent des propos où se profilent non pas des imaginaires conservateurs éparpillés, bandits de bons et bandits de morts, tout rejet de l'homosexualité, vision réactionnaire du rôle des femmes, mais une identification systémique, cohérente de tous ces éléments, comme un projet de la gauche, un projet du communisme, une dictature de la gauche destinée à détruire la famille et l'ordre social. La mise en cohérence des imaginaires conservateurs autour de l'idée d'une exigence de contrer la révolution de gauche, de mener une guerre culturelle contre la gauche, n'est pas seulement un outil de mobilisation de l'extrême droite et de l'endoctrinement de l'électorat. C'est aussi un discours qui a pénétré fortement les cercles militaires depuis le milieu des années 2000, notamment sous la plume du général Sérgio de Avellar Coutinho, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle A Revolution Granchista no Brasil, la révolution granchiste au Brésil, qui a été publié en 2003. Et ce Coutinho, il a été ensuite l'influent responsable du département culturel du club militaire jusqu'à sa mort en 2011 et réalisé des dizaines et des dizaines et des dizaines de conférences dans l'armée d'active, dans les écoles militaires, dans les écoles de perfectionnement et d'état-major militaire pendant 8 ans. Alors je suis pour l'heure bien incapable de dire quelle a été la pénétration réelle de ces thèses dans l'armée d'active, mais on peut supposer que ces imaginaires, tout comme la doctrine de la guerre révolutionnaire il y a 50 ans, ont contribué à brouiller la frontière entre neutralité et interventionnisme des forces armées, puisque une guerre était en cours, alors qu'en Occident actuellement, les doctrines modernes valorisent l'idée d'une guerre hybride qui relégitime des techniques de guerre irrégulière, en France aussi d'ailleurs, telles que l'action clandestine et la manipulation psychologique des populations. Enfin, dans cette équation, je vais passer très vite sur cette question-là, oui, tout va bien, je suis dans mon point 3, c'est ce que j'avais dit. Donc, enfin, dans cette équation complexe entre vieux imaginaires conservateurs d'un pays très conservateur qu'il faudrait détailler, évaluer précisément, et une entreprise d'endoctrinement de temps court mise en œuvre par une nouvelle droite à l'offensive, il faut évidemment insérer la question de l'évangélisme politique, c'est-à-dire pas seulement la progression d'une religiosité évangélique, mais son entrée plus récente en politique et sa capacité à produire un discours sur les questions sociétales et au-delà sur les questions économiques et sociales. Mon troisième et dernier point est le cœur de ce colloque, et je vais simplement l'évoquer car ce n'est pas ma spécialité et je pense que les communications de ces 2 prochains jours creuseront bien plus adéquatement la question que les quelques hypothèses maladroites que je pourrais formuler.
Donc c'est évidemment le problème du lien entre le projet de réforme néolibérale de la société et de l'économie brésilienne, et d'une part l'interruption de la continuité constitutionnelle avec l'impeachment de Dilma Rousseff, d'autre part la suspension d'un certain nombre de garanties démocratiques et le biais introduit dans l'équilibre des pouvoirs, dont la politisation du judiciaire et l'usage du lawfare sont les signaux les plus flagrants. Alors, il me semble important de souligner d'abord le fait que le Brésil n'a pas connu d'expérience autoritaire associée à une idéologie néolibérale. L'une des nombreuses singularités de la dictature militaire brésilienne a été en effet la cohabitation entre des politiques socialement répressives, évidemment, et une idéologie développementiste, et même, en particulier dans les années 70, largement héritière de pratiques économiques étatistes, bien qu'extrêmement ouverte aux investissements étrangers et donc à l'endettement, qui a explosé à l'époque des militaires, mais une idéologie développementiste et étatiste héritée des décennies précédentes. Donc la pénétration de l'idéologie néolibérale dans les élites brésiliennes, y compris une partie des élites militaires, actuellement, il ne faut pas voir les militaires actuellement comme des gardiens de la souveraineté nationale et des remparts contre le néolibéralisme, ils ne le sont plus. Donc cette pénétration de l'idéologie néolibérale date donc de la Nouvelle République, et en particulier des années 90 et 2000. C'est d'ailleurs intéressant à comparer les années 60 et les années 2010, et de comparer le discours, les attaques proférées à l'encontre du Parti travailliste brésilien à l'époque, et les attaques proférées contre le PT. Il y a énormément d'éléments qui sont strictement identiques. L'idée que l'État aurait été mis au service d'un parti, l'idée que les manipulations, les classes populaires seraient manipulées par des politiques d'assistance sociale, l'idée qu'un projet de dictature serait en cours, et un grand absent des années 60, c'est-à-dire le discours néolibéral, la nécessité de désengager l'État de l'économie, de privatiser les entreprises publiques, de déconstruire le droit du travail, qui sont vraiment des nouveautés du discours conservateur actuel. Donc à ce très bref arrière-plan historique, je voudrais adosser brièvement la question que j'ai posée à mes points 1 et 2, c'est-à-dire le point 1 qui était la déstabilisation du système politique et le point 2 qui était l'essor des valeurs conservatrices. Comme je parle vite et des choses compliquées, je rappelle. Bon. Donc c'est-à-dire l'articulation entre le long et le court terme et le national et le transnational. De nombreuses analyses ont ainsi mis en avant que le coup d'État de 2016 et son ultime conséquence, en partie imprévue, qui a été l'élection de Bolsonaro, devait être comprise dans une logique de revanche sociale suite à la conquête d'espaces symboliques et économiques nouveaux par les catégories populaires brésiliennes qui seraient devenus inacceptables dans un contexte de ralentissement économique. C'est la revanche entre les catégories populaires qui prennent l'avion, les catégories populaires qui accèdent à l'université, etc. Ça a été une analyse extrêmement présente depuis plusieurs années au Brésil. Alors cette analyse a le mérite de refléter la nature très inégalitaire de la société brésilienne, mais elle est peut-être sociologiquement un peu simpliste car elle ne prend pas en compte la modification des modes de consommation et de représentation de soi par les catégories populaires et moyennes qui ont changé de statut suite à la prospérité et aux mesures de redistribution des années du PT. Et les ont poussés, ces catégories qui ne faisaient pas partie des élites, à ne plus s'identifier avec les travailleurs, avec les salariés, et donc avec des intérêts à défendre dans une société capitaliste. Il serait intéressant de connaître, j'imagine qu'il y a des études là-dessus, mais je ne les connais pas, comment, au-delà des élites, dans des catégories intermédiaires et populaires, cette évolution sociologique s'est accompagnée d'une plus grande réceptivité à un discours néolibéral. Et enfin, comment s'articule dans les imaginaires collectifs des différentes strates de la population l'acceptation d'un discours libéral, néolibéral, et celle d'un pouvoir autoritaire, ou du moins illibéral, selon l'expression aujourd'hui consacrée. Donc pour conclure brièvement, le projet de traiter des aspects les plus variés de la conjoncture brésilienne en peut-être, et je m'en excuse si c'est le cas, éparpiller mon propos, j'ai tenté de traduire une obsession historienne et les difficultés qu'elle pose. Cette obsession, c'est de réintroduire les événements politiques disruptifs, je m'excuse d'utiliser ce mot, dans le temps long des logiques sociales et des cultures politiques. Le temps long, l'obsession des historiens. Et les problèmes ou les insuffisances que cette approche pose lorsqu'on travaille sur une histoire à pente forte, un moment de rupture, d'endoctrinement, de crise profonde économique, politique et sociale. D'où ma proposition de tenter de tenir systématiquement ensemble ces multiples dimensions et surtout ces échelles d'espace et de temps. Un effort, à mes yeux, indissociable d'une collaboration entre plusieurs disciplines des sciences humaines
l'interdisciplinarité m'apparaissant actuellement d'autant plus essentielle que nous sommes tous ébranlés dans nos pratiques professionnelles par les événements en cours. Et je suis absolument ravie de voir que ce colloque se distingue par sa très grande interdisciplinarité. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Maud, pour cet exposé extrêmement riche et ces pistes d'intelligibilité sur la situation actuelle et ses causes. Alors, on va prendre peut-être 5 minutes pour quand même avoir une petite discussion, ce qui pourra se poursuivre à la fin de la matinée après la table ronde, et je pense que ça peut être intéressant de donner la parole à la salle au moins 5 minutes. Voilà. Je vais essayer de parler qui parle dans le micro. Ouais. C'est mieux, c'est mieux. Pour ce qu'on enregistre. Oui, en plus. D'abord, bravo, parce que c'est l'équivalent des 100 mètres en 40 secondes. Je suis désolée. Mais je pense qu'il y a quelque chose que tu as soulevé qui me semble très important, et pour moi c'est presque un retour du refoulé, c'est-à-dire Carlos Lacerda. Et à t'entendre, je me demande s'il n'y aurait pas à penser un quoi dans ce qui a été l'oubli de la gauche de Lacerda n'a pas été l'hypermnésie des militaires. Parce que Lacerda a donné, lui, un discours remarquablement construit que, effectivement, grâce à toi, je reconnais qu'il revient maintenant avec Bolsonaro d'une manière vulgaire. Après, une question. Je me demande si effectivement la commission de la vérité, est-ce qu'elle va, d'une façon perverse, comme tu proposes, permettre aux militaires de remettre au devant de la scène de la dictature, ou est-ce que finalement elle ne vient pas révéler quelque chose qui était toujours là, c'est-à-dire qu'après 64, ou la dictature, il y avait une tolérance à ce qui pouvait être une social-démocratie, à condition qu'on ne touche pas à ce qui était la participation des militaires à la répression la plus brutale. Et qu'à partir du moment où on a touché à ça, ils sont revenus sur la scène. Je ne sais pas le nom, tu le sauras mieux que moi, mais quelqu'un qui a été dénoncé par la commission de la vérité comme un militaire absolument central dans l'organisation de la torture, 2 jours après, était avec Dilma à la tribune d'une manifestation officielle, et c'était évident que c'était ça où elle sautait. Et en fait, elle a sauté après. Merci beaucoup. Deux. D'abord, merci pour cette excellente présentation. J'ai 2 petites questions. D'abord, les 2 présidents au Brésil, après 1930, qui n'étaient pas, qui sont élus, mais qui n'étaient pas chassés après son gouvernement, étaient Dutra et Fernando Henrique Cardoso. Tous les autres étaient chassés. Mais après, il a eu un accident qu'on peut dire qu'il était assassiné ou non. Mais il était chassé, il ne pouvait pas être président en 1965. Donc, je vous demande si c'est une histoire de démocratie ou non, les liens. Et une autre petite question, c'est de militaires de gauche qui étaient présents jusqu'à 1964 à la base, et en haut, mais à 2003, mais bien sûr qui n'étaient pas là. Merci. Ça, Pierre, ça va pas. Je le reconnais loin là. Oui, merci pour ce exposé.
quand même quelques petits problèmes pour ouvrir la discussion. J'ai l'impression, en tant que c'était quand même, comment dire, hors sol. Qu'est-ce que je veux dire par là? Plus fort, parce que là... Hors sol. Ce qui veut dire que ce qui me pose un peu un problème, c'est que, non pas que je sois un matérialiste forcené, ou un déterministe forcené, c'est le contraire, mais c'est vrai qu'il y a une référence, quelques allusions, sur le fait que la crise a commencé en 2014, c'est approfondi en 2015, c'est enfin approfondi en 2016, et était suivi par une croissance le moins possible, très rapidement. Moi, je peux parler sans machin. Je veux dire, il n'y a aucune référence. C'est utile, mais je veux parler sans. Il n'y a aucune référence, et c'est dommage, je pense, à ce contexte particulier de très profonde crise. Je rappelle quand même que la crise qu'a connue le Brésil est aussi importante que celle des années 30. Des années 30. C'est énorme, mais quand on sait ce qu'ont donné les années 30, il n'y a aucune référence à ça. Ça, je trouvais ça vraiment dommage. Il y a aussi également une référence peut-être à quelqu'un qui s'appelle Alberto Hirschman, qui, dans une certaine mesure, pouvait expliquer le fait que Lula se sentit avec 80% d'appui, ce qui veut dire que malgré les inégalités croissantes, contrairement à ce que disait le gouvernement de l'époque, il y avait une certaine tolérance, parce que le niveau de vie des couches moyennes basses au moins augmenté. Et qu'avec la crise, évidemment, cette tolérance, c'est plutôt de la frustration. Et donc c'est une interprétation en gros du moins pas sa Bible, je vais avoir un peu matériel, consistant. Et ça, je trouve que c'est, à mon avis, c'est un peu dommage. Le deuxième problème, je ne suis pas, je vous assure, un matérialiste, un déterministe forcené, mais je pense qu'on peut pas discuter de ce qui s'est passé au Brésil, et même dans d'autres pays latino-américains que je connais un petit peu aussi, sans voir ce qu'ont été les effets quand même assez négatifs de la globalisation sur le déclassement des gens, notamment des classes moyennes, sur ce qu'on appelle l'ubérisation, la précarisation croissante. Je crois que c'est des éléments très importants. Un point qui est toujours peut-être davantage un peu politique, mais qui a quelques relations, c'est là, il y a eu une baisse de la violence jusqu'à peu près en 2010, surtout dans les villes du Sud, à Rio, à São Paulo, à l'exception bien sûr de certains quartiers, une montée de la violence dans les villes du Nord. Mais ce qui s'est passé après, à partir de 2013-2014, c'est bien au contraire une montée forte de la violence dans le Sud, à São Paulo, à également, comment s'appelle, Rio. Et ça a alimenté, notamment, ça a légitimé, dans une certaine mesure, le discours de Bolsonaro. Je crois que ça, à mon avis aussi, il fallait aussi, à mon avis, en parler. La dernière chose, et là c'est peut-être quelque chose que je maîtrise beaucoup moins, très rapidement, la dernière chose, les militaires, c'est pas les militaires. C'est les militaires d'hier, c'est pas les militaires d'aujourd'hui. Qu'en est-il aujourd'hui de la fragmentation des forces armées? Que signifie Mourant, par exemple, très concrètement? Que signifie le souverainisme aujourd'hui au sein des forces armées? Est-ce que c'est la même chose que durant la période de dictature ou non? Ce qui veut dire en termes de quels sont les rapports possibles, potentiels, etc., conflictifs entre Bolsonaro et les militaires. Ça, j'aurais aimé un peu plus d'analyse dessus. Alors, première question, commentaire, je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'hypermnésie des militaires et la marque qu'a porté la figure de Lacerda et le type de discours de Lacerda. Je suis absolument d'accord avec vous et c'est vraiment une grille de lecture et un héritage. Alors, hypermnésie de Lacerda lui-même ou simplement imprégnation de cette culture pendant 20 ans qui a été la période militaire dans l'appréhension de ce que c'est que la politique, la gauche, les politiques sociales et l'association entre ce type de politique et un État intrinsèquement corrompu. Je suis tout à fait d'accord, c'est quelque chose qu'il faut creuser. Sur les effets pervers de la commission vérité et sur le fait qu'il y a une tolérance très large à l'égard de politiques et de discours qui étaient finalement contraires avec le conservatisme de la majorité des élites militaires, mais qu'au moment où on a touché à la question de l'héritage de la dictature, de l'honneur militaire à Honra, le fait de toucher, le fait de lister
liste des gens, pour une partie encore vivants. Je pense que ça a été vécu comme un affront terrible par une partie des militaires, pour une grande partie qui n'avait pas du tout participé à la dictature et à la répression en particulier. Et donc, effectivement, c'est terrible parce que j'ai collaboré à la commission d'unité, je connais la moitié des personnes qui ont été acteurs. Ce n'est pas du tout de ma part une condamnation de ces travaux, mais c'est à mon avis un élément absolument déterminant de l'évolution de la conjoncture récente. Alors, sur l'existence d'une démocratie, quand on a un système si heurté, avec tant d'interventions, un poids des militaires, quand je dis que la Nouvelle République est plutôt une exception dans l'histoire du pays, du point de vue de l'interventionnisme militaire, les militaires ont toujours été présents dans la politique brésilienne jusqu'en 88 et plutôt d'ailleurs 99, quand il y a eu la création du ministère de la Défense. Ils ont arrêté véritablement d'être des puissances de l'ombre, mais en fait, même en dehors du régime militaire, les militaires ont toujours été des acteurs absolument principaux du pouvoir politique, et le siècle à l'image du reste du continent, en fait. Ce qui différencie peut-être le Brésil du reste du continent, c'est la construction d'un imaginaire un peu comme au Chili, avant 73, un imaginaire selon lequel ce serait un pays où il y aurait une armée neutre, un pays avec une démocratie stable, alors que quand on regarde dans le détail, il y a autant de ruptures qu'en Argentine, en fait. Sauf que l'Argentine n'a pas construit cette image d'une continuité, a assumé les interventions extrêmement fréquentes. Donc effectivement, il y a beaucoup de questions à poser à la solidité et à l'ancrage historique du système démocratique, y compris du point de vue de la continuité constitutionnelle. Et là encore, depuis 88, une politologue qui s'appelle Camille Guaran disait qu'il y a eu 19 ruptures institutionnelles en Amérique latine, changement de gouvernement sans nouvelles élections. En fait, les interruptions constitutionnelles, elles sont très présentes dans ce qu'on appelle des démocraties stabilisées, ce qu'on appelait des démocraties stabilisées. Alors, sur mon propos hors sol, je suis ravie parce que quand on est un historien politique, il faut entendre de la part d'un économiste qu'on est hors sol, c'est normal, sinon les cadres sont perturbés. Alors, je suis d'accord avec vous. Monsieur, non, mais j'accepte certaines critiques. Alors, sur la violence, effectivement, ça manquait à mon propos, je suis d'accord que j'aurais dû l'intégrer davantage. Je pense que sur la question des conséquences sociales de la crise économique et dans quelle mesure ce bouleversement social extrêmement important a modifié l'appréhension du politique, je pense que c'est absolument central pour comprendre ce qui a été mon troisième point, que j'ai très peu développé, du fait d'en être pas spécialiste. Je pense que c'est mon premier point, ce qui était le changement dans la nature de l'État, la déliquescence du système étatique démocratique. On peut dire ce que j'ai dit sans être hors sol. Je pense que ce n'est pas déterminant, par exemple, pour comprendre l'évolution du rôle des militaires. Je pense qu'il y a plein d'éléments qui sont, bien sûr, qu'il n'y a pas de politique sans du social, il n'y a pas de social sans des conditions économiques, mais sans croire à l'autonomie de la sphère politique, je pense que la déliquescence du système démocratique au cœur de l'État et la progression des valeurs conservatrices, elles ont une dimension liée à la crise économique et sociale, évidemment, mais elles ne s'y réduisent pas. Pour ce qui est du dernier élément, c'est-à-dire véritablement des rapports sociaux dans la population, de l'évolution de la conscience de soi, de la manière dont se considère dans le système, dans la société et les intérêts qu'on a à défendre, évidemment, il aurait fallu parler une heure de plus et mettre en avant énormément la crise économique. On pourrait réécrire tout mon propos en réinsérant de la sociologie fine des populations pour voir comment tout ce que je dis s'ancre dans des populations sociologiquement différenciées, mais je n'ai pas la matière ethnographique, sociologique pour parler de ça, et donc j'attends de lire davantage ou d'avoir plus de gens qui travaillent pour pouvoir enrichir mon propos en ce sens-là. Alors sur les militaires, sur la fragmentation des forces armées, en fait elle est très mal connue. Moi je suis spécialiste des forces armées, elle est très mal connue actuellement. On a quelques éléments, c'est-à-dire qu'on sait que les réseaux autour de Moulin et vraiment la ligne dure, on rappelle encore la ligne dure militaire qui a été choisie par Bolsonaro comme son principal appui, ont un ancrage corporatiste assez diversifié. Par
parmi les parachutistes, parmi les vétérans d'Haïti, qui sont extrêmement importants et qui sont importants dans les échelons intermédiaires, supérieurs et généraux. Donc en fait, c'est pas un effet générationnel où l'un il n'est pas appuyé spécialement dans sa génération, il est appuyé par des réseaux d'officiers qui vraiment l'entourent, et donc on voit d'ailleurs la pénétration dans les cabinets actuellement. Ça c'est pour ce qu'ils sont. Après, où est-ce qu'ils sont appuyés, par qui ils sont appuyés, c'est que des rumeurs de militarologues, hein, mais le sentiment des militarologues a été une extrême unanimité du corps des officiers, en particulier des officiers subalternes et intermédiaires au moment de l'élection de Bolsonaro, et une unanimité qui pour l'instant résiste assez bien aux dissidences entre Moulan, la Lavoisier Carval, Bolsonaro, etc. Mais il n'y a personne qui fait de l'ethnographie actuellement parce que, par exemple, moi je ne peux plus faire de l'ethnographie, c'est fini cette phase-là, parce que maintenant les témoins ils vous googlisent dès que vous arrivez et je peux faire des archives. Si j'ai accès encore à 2-3 archives parce que le fait d'être identifié comme quelqu'un de gauche fait qu'on ne peut plus aller directement rencontrer les témoins, il faut envoyer les étudiants et ça devient compliqué. Et ça va être un problème pour comprendre un certain nombre de camps conservateurs, pas simplement les militaires, mais aussi MBL et compagnie, parce que maintenant les gens cherchent à savoir à qui ils ont affaire, parce que le monde est marqué par la présence d'un ennemi, qu'a priori quand on est sociologue, anthropologue ou historien, on est l'ennemi. Donc c'est une vraie question, j'ai pas de réponse, mais c'est une grande préoccupation des historiens qui travaillent sur les militaires. Bien, merci beaucoup.